Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une nouvelle machine qui est juste derrière moi. La nouvelle Anycubic Photon Mono M7 Max. Je sais, le nom est très long. Et du coup je vous propose que dans cette review on appelle cette machine la M7 Max pour que ça soit plus simple. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas alias Morgenstern. Je suis spécialisé dans l'impression 3D résine. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on va faire la review de cette nouvelle imprimante grand format de chez Anycubic. Alors, dans cette vidéo de review de la M7 Max de chez Anycubic, forcément, on va vous parler des points forts de cette machine, mais également de ses points faibles. Bien entendu, je vous montrerai la qualité d'impression avec cette machine. Et bien entendu, je vous dirai mon ressenti pour cette nouvelle machine qui est le nouveau grand format de chez Anycubic, qui supplante le précédent qui était la M3 Max. Et qui du coup n'a pas eu de version M5 comme ses petites sœurs. Voilà, la M7 par exemple a eu la M5S et la M5, mais aussi la M5S Pro comme petite sœur. La M7 Max, sa petite sœur, c'est la M3 Max. Voilà, elle n'a pas eu de version M5. Cette machine était énormément attendue par tous les fans d'Anycubic, mais également par tous ceux qui avaient une M3 Max et qui voulaient renouveler leur machine avec des technologies plus récentes, plus efficaces. Et ben on va voir si ça vaut le coup de remplacer par exemple son ancienne M3 Max par une M7 Max, mais également si vous cherchez une machine grand format d'impression 3D résine avec un prix très intéressant, est-ce que cette machine en vaut la peine? Avant de passer à tous les détails, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez en savoir toujours plus sur l'impression 3D, spécialement résine, mais sachez que je fais également du filament, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton d'abonnement et également à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram et à mon TikTok, sachez que vous avez les liens dans la description et sachez également que cette machine est actuellement à gagner sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Donc vous pouvez gagner cette nouvelle Anycubic M7 Max. Le jeu se déroule avec des inscriptions jusqu'au 21 septembre 2025, donc une machine à 700 € à gagner. Pour les participants, sachez qu'ils ne gagneraient pas cette machine, il y a également 4 lots de 5 kg de résine Anycubic à gagner. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et avoir une chance de gagner cette machine, vous pouvez participer soit sur Instagram, soit sur TikTok, ou sur les deux. Et bien entendu, je te mets également le lien de la vidéo du jeu concours dans la description. Et si tu n'es pas l'heureux gagnant de cette machine durant le jeu concours, ou bien que tu as raté le jeu concours au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien sache que tu peux l'acheter avec mon lien affilié qui est dans la description, ce qui te permettra tout simplement de financer le matériel de la chaîne et également les prochaines vidéos de test et de review, puisque tout simplement lorsque vous achetez via ce lien, vous laissez une commission au créateur de contenu. Bien entendu, vous êtes libre d'acheter la machine où vous voulez. Si vous voulez acheter via mon lien affilié, ça soutiendra la chaîne. Mais sachez que si vous trouvez un prix plus intéressant sur un autre site que celui du fabricant, eh ben allez-y, foncez, c'est potentiellement un bon plan. Même si personnellement, ne serait-ce que pour le SAV d'Anycubic, je préfère passer par le lien affilié et donc avoir accès directement au SAV de la marque. Bon allez, c'est parti, je vous propose qu'on commence à parler de cette nouvelle Anycubic Photon Mono M7 Max en détail. Alors, la Photon Mono M7 Max de chez Anycubic, qu'est-ce que c'est comme machine? Déjà, premièrement, c'est une imprimante 3D résine et deuxièmement, grand format. Il y a peu de machines grand format sur le marché actuellement en résine, tout simplement parce que c'est un format qui impose beaucoup de contraintes pour les fabricants. Déjà, tout simplement, la taille de l'écran. Plus vous avez une machine grande, plus il faut un écran mono LCD grand et donc coûteux. Ce qui du coup forcément fait que déjà les clients sont plus rares puisque l'achat de ce type de machine est quand même relativement onéreux, même si sur cette machine, on en parlera après, le prix est très intéressant.
Mais en plus de ça, c'est une machine, enfin ce sont des machines qui vont poser plus de contraintes mécaniques. Puisque plus la machine est grande, plus le plateau est grand, plus il y a des contraintes physiques sur le plateau, notamment au niveau du poids de l'impression. Et donc il faut que le plateau soit extrêmement stable, que l'axe Z soit extrêmement stable et rigide pour ne pas avoir tout simplement des défauts d'impression. Donc il y a très peu de constructeurs qui font des machines de cette taille actuellement. La machine qui est juste derrière a l'air tout aussi grande. Sachez que le format d'impression est 2 fois plus petit. Voilà. Donc ce qu'on peut déjà noter, c'est que cette machine est relativement compacte, même si la dimension n'est pas non plus négligeable. Hein. Je vais prendre mes notes, parce que là, je vous avoue que je ne le retiens pas de tête. On est sur 425 mm par 362 mm de profondeur sur 652 de haut, tout en sachant que quand vous allez ouvrir le capot, puisque c'est un capot pivotant, il vous faudra un peu d'espace au-dessus de la machine à prévoir pour pouvoir ouvrir le capot. Donc, même si la machine fait 650 de haut, sachez que vous aurez besoin d'un peu d'espace pour pouvoir tout simplement ouvrir le capot. Au niveau des concurrentes de cette machine actuellement, vous avez bien entendu la concurrente principale qui est la Elegoo Jupiter SE, donc la seconde édition, qui est pour moi beaucoup plus cheap que celle-ci. Elle embarque beaucoup moins d'équipement, elle est beaucoup moins qualitative et surtout elle n'a aucune connectivité contrairement à cette machine-là. Donc est-ce qu'on peut la considérer comme une concurrente? Je dirais oui, puisque le prix s'en rapproche énormément. Par contre, clairement, d'un point de vue fonctionnalité, qualité d'impression, vitesse, cette machine est bien supérieure. Donc clairement, la Jupiter SE, on la dégage. Pour moi, c'est une machine qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui en 2025, enfin en tout cas en septembre 2025. Sauf si vous avez l'occasion de l'avoir vraiment pas cher, hein, si vous l'avez à 400 balles. Ok, pourquoi pas, mais la Jupiter 2 va bientôt arriver. Normalement, elle arrive pour octobre-novembre de cette année, si tout se passe bien. Et donc, la concurrente de cette machine sera plutôt la Elegoo Jupiter 2. Tout en sachant que la Jupiter 2 sera plus grande que celle-ci. Donc, concurrence, pas concurrence, à voir. En tout cas, le prix sera beaucoup plus élevé sur la Jupiter 2 que sur la M7 Max. Donc, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix actuellement, ça sera cette M7 Max. Actuellement, elle est aux alentours de 700 € sur le site du fabricant. J'ai des abonnés qui m'ont déjà reporté qu'ils ont réussi à l'avoir 100 à 200 € moins cher avec des codes promo pour le 10e anniversaire d'Anycubic. Je ne sais pas où ils sont allés les chercher, mais potentiellement, ça vaut le coup de regarder actuellement les promotions en cours et les jeux sur le site d'Anycubic pour gagner des bons de réduction pour le 10e anniversaire de Anycubic. Une autre concurrente de cette machine serait tout simplement la Uniformation 3D GK3 Ultra, qui est grosso modo la machine qui se rapproche le plus de la M7 Max, avec quand même pas mal de différences, notamment au niveau de la construction, mais surtout au niveau du prix, puisque la GK3 Ultra coûte quasiment le double de cette machine. La qualité et la finition est certes très intéressante chez Uniformation. Par contre, est-ce que ça vaut le prix? Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette machine, plus forcément. Autant avant, la GK3 Ultra était l'une des meilleures machines grand format. Aujourd'hui, il vaut mieux partir sur celle-là. Et de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bien entendu, c'est une machine qui a des gros avantages, mais elle a également des points faibles. On viendra dessus dans la vidéo, tout simplement parce que c'est important de savoir qu'est-ce que vous achetez, ses points forts, ses points faibles, pour pouvoir tout simplement vous décider en fonction de ce que vous souhaitez acheter. La dernière machine, on va dire concurrente de cette Anycubic M7 Max, c'est la Phrozen Mega 8KS. Honnêtement, cette machine, je la déconseille, elle est chère, les technos sont anciennes, elle est peu fiable, elle est lourde, elle est encombrante, et puis le verre radioactif là du capot, je l'aime pas du tout. Bref, voilà, donc cher, pas efficace, lente. Honnêtement, si vous avez le budget, dans ce cas, prenez plutôt une GK3 Ultra, mais si vous avez le budget pour une GK3 Ultra, vous avez le budget pour deux Anycubic M7 Max.
Voilà, moi personnellement, je préfère prendre deux M7 Max et être 2 fois plus productif pour le même prix. Et en plus de ça, au pire, j'en ai une qui tombe en rade, et ben j'en ai une deuxième qui peut toujours tourner. Donc voilà. Perso, c'est l'argument du prix et la qualité globale, ratio, rapport qualité-prix qui fait quand même que cette machine est extrêmement intéressante. Allez, je vous montre ce que cette machine, elle a dans le ventre. Alors, voici la bête, la Anycubic Photon Mono M7 Max. C'est marqué juste ici, en dessous de l'écran. Vous ne pouvez pas vous planter. Au niveau de l'écran tactile, on est sur un écran tactile de 4,3 pouces. Vous voyez, la qualité est plutôt bonne. L'écran est très réactif, hein, vous voyez. Vous avez bien entendu une dominance de bleu. Ça, c'est sur toutes les machines Anycubic. Elles sont toutes paramétrées comme ça, que ce soit les machines FDM ou les machines résine. Vous avez voilà, toutes les fonctionnalités classiques. Le test d'exposition de l'écran, donc pour tester votre écran. Désolé, j'ai un peu la tremblote au niveau de la main. Il va falloir que j'achète un stabilisateur gyroscopique. Vous avez bien entendu la possibilité de jouer avec l'axe Z, donc de venir en position 0, de faire le nivellement. La traduction ici est très mauvaise puisque c'est marqué effacer au lieu de clean pour nettoyer. Vous pouvez tout simplement nettoyer votre écran. J'ai envoyé le fichier avec toutes les traductions corrigées à Anycubic. A priori, ils ne l'ont pas encore mis à ce jour. Vous avez bien entendu le fait de pouvoir chauffer le bac. Tout simplement, les traductions sont très mauvaises puisque j'ai mis la version française. Si vous avez la version en anglaise, les traductions sont bonnes du chinois vers l'anglais. Pour vous montrer un petit peu l'encombrement de la machine, vous avez la M7 Max qui est le grand format d'Anycubic. Contrairement par exemple juste à côté à la Saturn 4 Ultra 16K qui est du moyen format, la GK3 Pro qui est du moyen format, la Airgate qui est également du moyen format. Vous voyez, la machine est quand même relativement compacte pour une taille d'impression qui est beaucoup plus grande sur cette machine que par exemple sur ces deux-là qui sont juste à côté. La hauteur de la machine est tout simplement liée au capot pivotant qui nécessite d'avoir un peu plus d'espace au-dessus de la machine pour pouvoir tout simplement gérer le capot. Donc la machine est un peu plus imposante en hauteur. Par contre, elle est très très compacte comme ses deux petites sœurs, la M7 et la M7 Pro. Le bouton d'allumage est situé en façade avant, comme vous pouvez voir. Vous restez appuyé, ça s'éteint. Vous restez appuyé, ça s'allume. Voilà, donc de ce côté-là, très pratique le bouton d'allumage en façade, comme sur la M7 et la M7 Pro. Vous avez le port USB qui est situé sur la partie avant, mais de côté, donc relativement accessible, même si on préférerait l'avoir sur la façade avant. L'antenne Wi-Fi qui est située juste au fond à droite, comme vous pouvez le voir juste ici. De la même manière, un peu chiant de l'avoir sur le côté, puisque vous ne pourrez pas coller les machines les unes contre les autres, notamment à cause du port USB et de l'antenne Wi-Fi. Par contre, ils ont été intelligents, puisqu'ils ont mis les deux du même côté, et pas le port USB à droite et l'antenne Wi-Fi de l'autre côté, comme c'était le cas sur des machines plus anciennes. Au niveau du design, on est sur le respect strict de ses petites sœurs, hein. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une M7, mais version stéroïdée, qui a pris un petit peu de protéines et qui du coup est un peu plus imposante que sa petite sœur. Globalement, le design est exactement le même. Donc capot noir avec ce petit pont brisé ici, donc qui donne un petit look un peu futuriste. Le logo Anycubic toujours. Le bas du capot en gris, comme sur ses petites sœurs, avec un mélange de orange. Ça, c'est la nouvelle charte graphique sur toutes les machines Anycubic, que ce soit filament ou résine. Et bien entendu, vous avez sur cette nouvelle machine un capot pivotant, ce qui n'était pas le cas sur ses petites sœurs, la M7 et la M7 Pro. Au niveau du capot pivotant, l'avantage c'est que vous avez une petite poignée juste ici qui vous permet tout simplement de soulever le capot. Comme vous pouvez le voir, vous avez besoin d'un espace supplémentaire qui est juste ici et qui vous permet tout simplement... Hop, j'avais pas vu que j'avais une impression là. On va la dégager parce que sinon je vais la faire tomber. Hop. On a besoin d'espace supplémentaire juste ici, tout simplement pour pouvoir faire pivoter le capot. Donc vous voyez, le capot reste en place, hein. Si je la laisse à moitié ouverte, le capot ne tombe pas. Il reste bien en place, ce qui est plutôt positif.
Et vous pouvez surtout le prendre à une main, il n'y a pas de résistance comme par exemple sur sa concurrente, la GK3 Ultra. Au niveau de la finition interne, c'est plutôt propre, même si on attendrait une finition un peu plus travaillée, notamment pour cacher tout simplement les charnières de chaque côté. Hein. C'est le cas par exemple sur les concurrentes haut de gamme, où vous ne verrez pas en fait ces parties visibles. Néanmoins, la construction est quand même relativement propre, il n'y a vraiment rien à dire. Tout l'arrière, c'est de la tôle métallique, ça fait propre. C'est bien rangé. Comme d'habitude chez Anycubic, on n'a pas de finition sur les rails linéaires à l'arrière, enfin en tout cas sur les profilés aluminium à l'arrière. Après, ce qu'il y a de bien sur celle-là, c'est qu'ils ont fermé avec ce capot. Et du coup, on le voit quasiment pas. Voilà, il faudra vraiment avoir l'œil pour voir à l'arrière l'axe Z qui manque un cache sur le dessus. Au niveau du plateau, comme sur ses petites sœurs, vous avez la vis de déverrouillage qui, une fois qu'elle est déverrouillée, est extrêmement souple. Ça fait plaisir. Vous avez une poignée de chaque côté. Personnellement, moi, je le prends comme ça, le plateau, parce que je trouve ça plus pratique. Mais vous avez, si vous prenez les deux mains, une poignée ici et de l'autre côté pour pouvoir le prendre. Ou alors, vous avez une grande main et vous le prenez comme ça, mais c'est un petit peu périlleux. Le plateau n'a pas de système d'auto-nivellement, contrairement à ses deux petites sœurs, la M7 et la M7 Pro. Vous avez un système de nivellement avec 4 vis, donc 2 de chaque côté, qu'il faudra faire au déballage de la machine pour pouvoir tout simplement niveler le plateau par rapport à l'écran. Le truc qui est cool par contre, c'est qu'ils ont mis ces deux petits crochets juste ici, tout simplement pour pouvoir... Hop, pour pouvoir accrocher votre plateau comme ceci au niveau de votre bac et donc créer une pente qui va permettre d'égoutter la résine au niveau, après votre impression 3D. Tout simplement pour enlever tout l'excédent de résine présent sur le dessus du plateau qui va couler à l'intérieur du bac. Alors, la seule problématique avec ça, c'est que forcément vous allez enlever, hop, vous voyez ici, cette hauteur-là. Donc vous allez enlever 7-8 cm. Par rapport à la hauteur disponible sous le plateau. Donc forcément, si vous avez imprimé sur toute la hauteur, hop, voilà, si vous avez imprimé sur toute la hauteur, eh ben ça ne marchera pas puisque vous avez 30 cm de hauteur entre là et là. Et si vous voulez le descendre de 8 pour égoutter, eh ben vous ne pourrez pas. Donc ça fonctionnera pour les impressions moyen format que vous allez faire sur cette machine. Pour le reste, eh ben malheureusement, vous ne pourrez pas l'égoutter avec ce système de crochet. Au niveau du plateau, on est sur un plateau avec un système double pan, donc un pan vers l'avant, un pan vers l'arrière pour faire égoutter un maximum de résine une fois que le plateau est sorti du bac. Par contre, vous avez ces vis visibles qui permettent tout simplement de fixer le support de nivellement avec le plateau d'impression qui, elles, vont tout le temps tremper dans la résine. Alors vous aviez des petits caches en caoutchouc par-dessus qui évitaient d'avoir de la résine dans les pas de vis. Les caches en caoutchouc se barrent systématiquement, donc moi je les ai dégagés une bonne fois pour toutes pour pas qu'ils se retrouvent dans un bidon de résine. Voilà, au niveau du plateau d'impression, vous avez un plateau gravé au laser avec un magnifique damier, et comme vous pouvez voir, mon plateau, à moi, il est poncé. Il est tout simplement poncé pour une raison très simple, c'est qu'il n'était pas plat, puisque comme vous pouvez voir, hein, j'ai des zones qui ont été poncées plus que d'autres. C'est les zones sur lesquelles j'avais un surplus de matière, qui faisait que mon nivellement n'était pas correct sur cette machine. On en parlera un peu plus dans la vidéo plus tard. Au niveau de l'axe Z, on a deux énormes rails linéaires avec une vis centrale sans fin alimentée par un petit moteur qui vous permet simplement de monter et descendre le plateau. C'est ce moteur qui vous permettra d'atteindre la vitesse de 83 mm par heure. Alors 83 mm par heure, c'est 83 mm imprimés en une heure, en couche de 100 microns si vous imprimez sur cette machine. Et attention, si vous imprimez en couche de 50 microns, il faudra faire x2, voire 2,2 le temps pour arriver à la hauteur totale d'impression de cette machine. Donc voilà, au niveau de l'axe Z, on en est là. Vous avez le capteur de fin de course qui est juste ici. Vous avez une fourche qui vient du coup capter une petite partie métallique qui est juste là, voilà, et qui va rentrer dedans pour vous dire le plateau est arrivé au bout, il faut arrêter le moteur. Voilà, tout simplement, c'est très con. Vous avez ici une petite trappe avec un bouchon qui vous permettra, en tout cas je le suppose, de brancher une machine de filtration de l'air qui n'existe pas encore chez Anycubic.
mais qui a déjà été prévu sur la machine pour pouvoir la connecter lorsque le système sortira. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais sachez que la machine dispose déjà de l'ouverture et du bouchon. À droite, vous aurez le système d'auto-remplissage. Donc vous avez tout simplement ce module blanc qui est le système d'auto-remplissage et de purge de la machine. Quand vous demandez à la machine de remplir, hop, et que vous l'activez, ça va descendre dans la résine. Alors là, je ne peux pas le faire à la mano, sinon je vais le péter. Mais le système va descendre, va coulisser sur ce rail ici. Et la tête de déversement plus les 2 sondes de capteur vont aller dans le bac ici. C'est pour ça que vous avez un petit creux, pour tout simplement laisser passer cette partie-là. Et cette partie-là va descendre dans la résine. Quand la résine entre en contact avec ces 2 capteurs, ça indique qu'il y a de la résine. Dès que le niveau descend en dessous, il n'y a plus de potentiel entre les deux sondes, ce qui veut dire qu'il faut de la résine, et donc la pompe va pomper et déverser par ici de la résine. Lorsque vous voulez vider la machine, eh ben la machine va descendre, enfin le système d'auto-remplissage va descendre dans le bac et va aspirer la résine par le même tuyau par lequel ça sort. Les tubes d'arrivée et de sortie de la résine sont situés à l'arrière de la machine. Ils sont à connecter sur une bouteille. Je ne vous montrerai pas le système, honnêtement, on l'a déjà vu 100 fois. Personnellement, je trouve ce système pas très pratique. Tout simplement parce que vous ne pouvez mettre que 1 litre de résine. Et surtout, le système est situé à l'arrière de la machine. Donc c'est très chiant de suivre. Vous pourriez mettre des rallonges et mettre la bouteille à côté. Bon, c'est pas prévu pour, c'est du bricolage, vous pouvez le faire, mais personnellement, ce système-là, je ne l'utilise pas, c'est pour ça que les tubes ne sont même pas raccordés. Sachez que ce système est vissé ici et de ce côté-là pour ne pas bouger. Donc si vous voulez le virer, il faudra enlever les 2 petites vis et le sortir totalement de la machine pour le dégager. Vous aurez un code erreur qui se mettra sur la machine pour vous dire que le système n'est pas branché. Voilà, donc là, au niveau de la machine, il ne met pas de code erreur pour la bouteille de résine. Par contre, il me met un code erreur parce que je dois remplacer mon film ACF du bac. Mais voilà. Donc si vous débranchez le système d'auto-remplissage, vous aurez un petit code erreur ici qui vous dira il y a un composant qui n'est pas branché. Bon, perso, on s'en fout, ça ne change rien, ça ne vous empêchera pas de démarrer la machine. Au niveau du bac de résine, vous avez un bac avec une capacité max de 1,3 litres, soit grosso modo 2 bouteilles de 1 kg de résine. Le bac n'a pas de système de libération rapide, ce sont à l'ancienne des vis à dévisser de chaque côté pour pouvoir retirer le bac, donc une ici, une là. Le bec verseur n'est situé que sur le côté droit, vous n'en avez pas à gauche, hein, vous pouvez voir. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez, ils ont fait cette zone plate ici, avec un petit mur ici qui permet simplement de diriger le flux, vous l'avez également ici, hein, tout le long. Ce qui permet en fait de diriger le flux de la résine bien vers le bec verseur pour verser proprement votre résine quand vous allez vider le bac. Le bac ne peut pas être changé de sens, hein, vous avez le niveau max qui est marqué là, mais vous ne pouvez pas le retourner tout simplement parce que ici, vous avez tout simplement le système de connexion au chauffage du bac. Donc on va le voir juste après. Ce sont tout simplement des connecteurs qui viennent rentrer en contact avec le système de chauffage, d'alimentation d'une résistance qui fait tout le tour de l'intérieur du bac de résine et qui permet de chauffer la résine à l'intérieur du bac. Alors voilà le système de connexion, hein, donc vous voyez c'est juste des simples pins qui viennent se connecter hop, à l'arrière ici au niveau du bac de résine et qui va tout simplement permettre de piloter ce bac, donc de dire voilà monte en température, quelle température il fait à l'intérieur, etc. Et c'est tout simplement mis en contact à l'arrière de la machine. Le bac est équipé de ces petites poignées de chaque côté qui vous permettent de bien tenir le bac, puisque vous pouvez rentrer vos doigts à l'intérieur et tenir correctement le bac. Alors par contre, il est relativement lourd, puisqu'on est sur une machine de grand format, donc là avec une main c'est un peu galère, il faut les 2 mains pour pouvoir le manipuler, surtout si vous avez de la résine à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, vous avez un film ACF prémonté sur la machine. Le mien en l'occurrence a déjà bien vécu, mais vous avez des ACF de série sur cette machine. Au niveau du bac de résine, et notamment pour le remplacement de l'ACF, vous avez un cadre avec le film qui est pris en sandwich. Donc vous avez un cadre aluminium, le film et un autre cadre aluminium de l'autre côté que vous venez serrer ensemble pour pouvoir fixer le film ACF et le tendre correctement. Et ensuite, vous venez fixer ces 2 cadres directement sur le bac de résine. Donc, le meilleur système
pour pouvoir remplacer ce système, ce film d'impression 3D, ce que vous n'avez pas par exemple sur la Airgate 01 où vous avez uniquement votre film qui est à mettre sur le bac et vous venez presser le cadre par-dessus et visser. Donc là, vous pouvez vraiment travailler à part et ensuite, une fois qu'il est bien tendu sur le cadre, vous pouvez le fixer sur le bac de résine, donc c'est beaucoup plus efficace. Par contre, vous allez voir, vous avez énormément de vis à défaire, comme sur toutes les machines grand format pour remplacer le film. Donc lorsque vous allez le faire, sachez que ça prendra un petit peu plus de temps que sur une imprimante moyen format ou sur une imprimante avec un système OUPAT. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 7K de résolution 46 microns par 46 microns en X et en Y. C'est un écran de 13,6 pouces. Donc comme vous pouvez voir, hein, voilà, avec le logo Anycubic, là je suis en train de faire le test de l'écran qui est affiché juste ici. Si on mettait la Full Expo, ça ressemblerait à ceci. Vous avez le nouveau système Light Turbo 3.0 de chez Anycubic pour avoir une très bonne répartition de la lumière. Ce qui fait que même si l'écran en lui-même est le même que la M3 Max, la répartition de la lumière est bien meilleure sur cette machine que sur la M3 Max puisque vous n'avez plus de système de matrice de LED. Vous avez le nouveau système Light Turbo de chez Anycubic qui fait que vous aurez quand même une progression au niveau de la qualité d'impression depuis la petite sœur, la M3 Max. Vous avez un écran, enfin en tout cas un film de protection sur l'écran, ce qui est plutôt pas mal, puisque le jour où vous avez un déversement de résine, plutôt que de vous amuser à gratter l'écran, vous enlevez le film, vous en remettez un nouveau, on n'en parle plus, c'est propre, c'est plié, et vous n'avez pas de risque d'endommager l'écran lorsque vous venez le nettoyer. Alors, le premier modèle que j'ai imprimé sur cette M7 Max, c'est ce fichier de chez Blackforge Game. On va le regarder un petit peu plus en détail, notamment au niveau de l'éventail à l'arrière. Vous allez voir, la qualité d'impression est franchement ultra propre. Vous avez ce petit paysage présent sur tout l'éventail à l'arrière, avec cette petite forteresse japonaise, les petits nuages un peu partout, et les motifs au niveau de l'éventail. Alors faites pas attention, il y a des points de colle ici, puisque j'ai détaché l'éventail du modèle pour pouvoir vous le montrer. Ce qui était intéressant avec ce modèle, c'est notamment tous ces angles d'impression qui s'impriment parfaitement bien. On ne voit pas de délimitation. Ici, vous voyez un trait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un décalage de couche. Néanmoins, c'est extrêmement minime quand on regarde à taille réelle. Puisque là, vous voyez, vous avez mes mains et vous ne voyez pas ce petit trait. Il faut extrêmement zoomer pour le voir. À l'arrière, c'est ultra propre également. Comme vous pouvez voir, pas de traces de support, pas de ligne d'impression, etc. C'est très très propre. Au niveau du modèle de Himiko, les petites fleurs se sont parfaitement imprimées, le modèle est ultra lisse. Ça a été imprimé avec la résine texture de chez Anycubic. Comme vous pouvez voir, l'impression est ultra propre. Vous avez les petits tiroirs qui sont fonctionnels. Il faut juste que j'arrive à les sortir sans arracher la poignée. Voilà. Voilà, vous avez les petits tiroirs de ce meuble. Alors vous avez l'autre côté qui s'ouvre aussi. Allez mon petit, forcément j'enlève la poignée, c'est pas grave, sachez que ça s'ouvre également et vous avez également les tiroirs ici et en dessous qui s'ouvrent également. Je vais pas arracher la poignée pour vous le montrer, mais ça marche très très bien et comme vous pouvez voir, les motifs au niveau des tiroirs sont parfaitement imprimés. Au niveau du modèle, vous avez l'acier de Damas sur l'épée qui est très bien imprimé. Le modèle, vous voyez tous les petits détails. Ici, au niveau de l'épée, on va zoomer. Ce sont parfaitement imprimés, c'est extrêmement bien résolu. Vous avez tous les motifs au niveau des tissus, au niveau de l'armure. Le petit bonsaï, qui est extrêmement beau également. Bien entendu, les roses et la petite lanterne japonaise. Le tout parfaitement imprimé sur la M7 Max. Bon, vous allez me dire, ouais, mais si ça se trouve, l'arrière, il est dégueulasse. Voilà. Voilà l'arrière avec le logo de chez Blackforge Game. Le logo ici putain, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, de tous les personnages de chez Blackforge Game.
Vous l'avez au niveau du Tenjin, vous l'avez sur Himiko, etc. Avec cet arbre sacré et cette petite pierre située sur le dessus. Vous avez le portoir pour l'éventail à l'arrière et bien entendu le meuble qui vient tout simplement supporter ce buste de Himiko. La résolution au niveau des cheveux est très très bonne également. Et comme vous pouvez voir, la qualité d'impression est extrêmement bonne sur cette M7 Max. Bon, je me suis fait plaisir et ensuite j'ai fait cet énorme Nookbook Gashadokuro de chez Black Forge Game également, avec des LED intégrés, hein, donc j'ai intégré toutes les luminaires à l'intérieur. Vous avez ce petit ruisseau avec des fleurs de lotus à la surface. Vous avez la petite samouraï Himiko sur le pont, un petit mendiant à l'avant, ces magnifiques motifs au niveau des portes. Bien entendu, vous avez le nom du diorama, Gashadokuro, Ghost of the Eternal Hunger, qui est situé juste à l'arrière du diorama. C'était cet énorme squelette qui vient tout simplement hanter ce village japonais. Franchement, le diorama est magnifique, le Nookbook est vraiment superbe, et dans une bibliothèque, ça va parfaitement. Donc voilà, si vous voulez imprimer des énormes modèles comme celui-là, hein, donc avec de l'électronique à l'intérieur. Alors malheureusement, on ne verra pas tous les détails puisque ce format d'impression n'est pas forcément le meilleur. Comme vous pouvez voir, c'est difficile de voir à l'arrière les détails, mais il est extrêmement propre, extrêmement bien imprimé sur la M7 Max. Du coup, après, j'ai fait un modèle plus traditionnel pour vous montrer plus de détails sur un format grand format pour cette machine. Le diorama en question, le voici. C'est également un diorama de chez Black Forge Game. Il est immense également. Et surtout, il est à la hauteur de cette M7 Max. On va regarder ça en détail. Alors, c'est imprimé avec la résine texture de chez Anycubic, encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, l'impression est magnifique. Tous les détails ressortent parfaitement, que ce soit les plus fins comme les plus grands. Bien entendu, cette résine texture n'y est pas pour rien, puisqu'elle va masquer les effets de moiré. Et franchement, le résultat est au top, notamment au niveau des samouraïs qui s'enfuient sur ce pont face à ce colosse qui porte cette énorme masse dans le dos. Alors ne faites pas attention à ça, ce ne sont pas des traces de support, c'est bien le modèle qui est comme ça avec ses saletés sur la cape. Vous avez à nouveau le même logo des anciens, dont fait partie Tenjin et Himiko qu'on a vu juste avant dans la vidéo. Mais franchement, la cape, elle était importante d'être imprimée en un seul bloc sur la M7 Max. Sur une imprimante plus petite, je n'aurais pas pu imprimer ce diorama à l'échelle. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les petits détails sur le modèle. Honnêtement, il est magnifique. J'adore ce diorama. Le résultat de l'impression est vraiment au top. Et la résine Anycubic Texture a l'avantage d'être légèrement flexible et donc de ne pas casser facilement. Vous voyez, hop, ça c'est vraiment très très cool. C'est pour moi une Anycubic ABS-like un peu plus, puisqu'elle vient tout simplement magnifier tous les détails, contrairement à la ABS-like qui a tendance à réduire la qualité d'impression. La texture, franchement, elle est au top. Voilà, ce qui est vraiment intéressant avec la M7 Max, c'est de pouvoir imprimer des énormes dioramas, des énormes figurines comme celle-là, ce qui n'est pas possible avec tout simplement ses petites sœurs. Bon, ensuite, je me suis fait plaisir et je sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais j'avais fait une reproduction du masque de Vladimir Cauchemar en taille réelle sur cette imprimante avec une belle peinture carrosserie pour le blanc, une peinture chrome pour les dents et bien entendu des détails avec des stickers comme le masque original de Vladimir Cauchemar. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu la taille des impressions qu'on peut sortir sur cette machine. Alors, j'ai pas mis la mâchoire du bas, j'ai pas mis le masque en entier, mais c'est juste pour vous montrer les potentialités avec cette machine. De la même manière, et suite aux vidéos TikTok, les gens m'avaient demandé de faire le masque de Ziak, donc je l'avais modélisé en 3D et imprimé puis peint. Et donc, vous pouvez voir un masque taille réelle, de nouveau à portée. Vous allez voir ici les moirés. Tout simplement puisque la résolution de cette machine est une résolution de 46 par 46. Donc sur des zones un peu bâtards comme celle-là, vous allez voir les moirés, ce ne sont pas les épaisseurs de couche. Hein. Là, ce sont bien les artefacts liés à la résolution de la machine et à l'angle d'impression de cette zone-là. Vous pouvez voir, vous avez un moiré là, un moiré juste ici. Donc c'est bien, ce ne sont pas les épaisseurs de couche ici. Hein.
Voilà. Vous avez également un autre petit défaut sur ce masque, juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Cette ligne-là est tout simplement liée à la reprise après coupure de courant. Puisque lorsque j'ai imprimé ce masque, j'ai eu une coupure de courant et j'ai dû relancer l'impression alors qu'elle avait déjà quasiment terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, l'impression se termine, mais vous avez une légère ligne de démarcation juste là, qui est causée à cause de la reprise après coupure de courant. Mais par contre, ça a sauvé toute mon impression, puisque toute cette partie-là était déjà imprimée. Donc, c'est toujours ça de gagner. Hein. Donc voilà, un petit masque en plus. Et enfin, pour terminer, on m'avait demandé également le masque de Menace Santana. Donc voilà, le masque type Halloween de Menace Santana que j'avais pareil modélisé en 3D et imprimé sur la M7 Max. Encore une fois, un taille réelle qui vous permet tout simplement de voir la qualité d'impression sur cette taille. Vous voyez, c'est très très propre. Rien à dire et ça vous permet de faire du grand format. Alors, les points forts de cette M7 Max. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédemment, c'est une machine qui est relativement compacte. La machine n'est pas immense, hein. Vous avez une GK3 Pro juste ici, donc qui est la version plus petite hein, en termes d'impression que celle-là. Vous avez la nouvelle machine, la Airgate One de chez Antin-Sky juste derrière, qui est également beaucoup plus petite en termes de taille d'impression. Vous voyez, la machine n'est pas si immense que ça en comparaison des deux autres, l'une à côté de celle-ci. Donc une machine relativement compacte, un grand volume d'impression, un peu plus petit que sa petite sœur, la M3 Max, hein, puisque aujourd'hui, sur le volume d'impression de cette machine, on est grosso modo 298 de large sur 164 de long. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Et 300 de hauteur. Donc 300 par 298 par 164, c'est le volume maximal d'impression de cette machine. Ça fait quand même un volume de 14,7 litres. Voilà, c'est pas non plus négligeable. Hein. Ça veut dire que si vous imprimiez la totalité de l'écran sur toute la hauteur, vous consommeriez 14,7 litres de résine. Voilà, personne ne fait ça, mais sachez que c'est le volume calculé disponible dans la machine. Forcément, on en a parlé durant toute la vidéo, l'avantage de cette machine, c'est son prix. Aujourd'hui, moins de 700 €. C'est la machine la plus compétitive en version grand format résine qui existe aujourd'hui sur le marché. En tout cas, à la date où je fais cette vidéo. Bien entendu, il y aura peut-être des nouvelles machines dans le futur. Mais en tout cas, à cette date, c'est la machine la plus compétitive. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix en grand format, voilà, cette machine est faite pour vous. Et je vous le rappelle, il y a mon lien affilié dans la description si vous souhaitez acheter cette machine. Après, cette machine a quand même d'autres avantages, notamment sa vitesse d'impression. On est sur une machine avec une vitesse d'impression de 83 mm/h. Alors bien inférieure à ses petites sœurs, la M7 qui monte jusqu'à 160 mm/h et la M7 Pro qui monte à 180 mm/h. Cette machine est une machine grand format. Comme je vous le disais, plus c'est grand, plus il y a des contraintes. Et donc plus vous voulez aller vite, plus ces contraintes sont difficiles à compenser. Donc Anycubic a cherché le meilleur rapport entre vitesse et qualité et a bridé la machine, en tout cas a fait un design qui bride la machine aujourd'hui à 83 mm/h uniquement avec de la résine haute vitesse. Sachez-le, mais c'est une machine qui est quand même beaucoup plus rapide, enfin beaucoup plus, qui est plus rapide que ses compétitrices, puisque c'est des machines qui en général vont avoir une vitesse maximale de 70 mm/h. Alors vous me direz, c'est pas grand chose, c'est 1 cm, allez, 1,3 cm/h en plus. Ok, mais sur 30 cm, bah, ça fait quelques minutes de moins. Hein. Ça fait, grosso modo, vous allez gagner une demi-heure à 3/4 d'heure sur la hauteur totale d'impression. Voilà, donc c'est quand même déjà pas mal. 30 cm, grosso modo, la vitesse maximale, vous allez l'imprimer en 3h30, 4 heures. Si vous imprimez en couche de 100 microns. C'est quand même important parce que la plupart des gens impriment en couche de 50 microns.
Donc là, il faudra doubler le temps, hein, grosso modo. Hein. Mais sachez que en 100 microns, c'est la vitesse maximale de cette machine, contre les autres machines en 100 microns aux alentours de 70 mm par heure, ce qui fait grosso modo 4h20 pour imprimer la totalité de la hauteur. Le gros point fort, qui était jusqu'à présent le cheval de bataille de Uniformation 3D avec la GK3 Ultra, c'est le bac chauffant. Cette machine a un bac chauffant et c'est un système de bac chauffant et ce bac chauffant est conçu un petit peu comme celui de la Saturn 4 Ultra version 16K. C'est-à-dire que vous avez une connexion à l'arrière du bac et vous avez une résistance à l'intérieur du bac qui va chauffer la résine à l'intérieur. Chez Uniformation, c'est un petit peu différent puisque vous allez avoir le chauffage du bac qui va se faire par le dessous au niveau de l'écran. Donc une répartition de la chaleur qui est meilleure. Là, vous allez avoir une diffusion de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Mais néanmoins, vous pouvez monter jusqu'à 40 degrés votre résine. Et ça, c'est plutôt cool puisque vous allez pouvoir faire exactement la même chose que dans une Uniformation 3D, c'est-à-dire chauffer votre résine pour pouvoir imprimer à des températures de votre atelier, de votre zone d'impression plus basse. Attention néanmoins, cette machine n'a pas de chauffage de l'environnement de la machine. Vous avez uniquement un chauffage du bac. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, sur d'autres imprimantes 3D de la même catégorie, hein, notamment la GK3 Ultra, où vous chauffez toute la machine, grosso modo. Donc, à voir. La GK3 Ultra est un peu plus performante. Par contre, niveau rapport qualité-prix, celle-ci est beaucoup plus intéressante. Et surtout, elle n'a pas un bac en plastique comme la GK3 Ultra. La GK3 Ultra a un bac en plastique. Ici, vous avez un bac en aluminium, donc beaucoup plus résistant, notamment quand vous allez serrer, desserrer les vis pour pouvoir remplacer le film de votre bac, hein, le film ACF, puisque cette machine est équipée d'un ACF. Voilà, donc autre avantage, cette machine est équipée de série d'un film ACF. Voilà, contrairement à ses concurrentes qui sont équipées de NFEP ou de PFA, qui est grosso modo la même chose, puisque le NFEP c'est du PFA. Voilà. Mais cette machine est équipée d'ACF, donc pour moi, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien juste là-haut avec les différences entre les différents films présents au fond de votre bac. Si vous voulez la regarder et en apprendre un peu plus, vous pouvez creuser cette vidéo. Voilà, donc un film beaucoup plus performant, notamment pour pouvoir imprimer plus vite, et notamment pour avoir des forces de libération de votre impression, donc la facilité avec laquelle votre impression va se décoller du fond du bac, et donc limiter le nombre d'échecs d'impression. Donc là, un film beaucoup plus intéressant sur cette machine que sur ses concurrentes. Bien entendu, vous pouvez remplacer le film de ses concurrentes par de l'ACF, mais ça sera un investissement supplémentaire, alors que là, il est de série. Le système de chauffage sur cette machine est beaucoup mieux pensé que sur sa petite sœur, la M7 Pro, puisque la M7 Pro, vous avez un bloc de chauffe à l'arrière du bac, qui rend déjà le bac ultra chiant à manipuler, puisque vous avez un gros furoncle à l'arrière que vous devez gérer quand vous voulez renverser votre résine pour vider le bac. Là, le bac est relativement plat, vous n'avez pas ce gros bloc à l'arrière qui fait chauffage. Vous avez uniquement un module de connexion à l'arrière avec des pins qui viennent s'emboîter quand vous venez poser le bac et qui vont tout simplement déclencher le chauffage du système de résistance à l'intérieur du bac. Donc beaucoup mieux pensé et surtout beaucoup plus facile à nettoyer, puisque sur la M7 Pro, vous avez un tube à l'intérieur qui fait tout le tour du bac et qui va faire circuler la résine chauffée dans le bac, puis la faire recracher dans le bac, la réaspirer de l'autre côté, la refaire circuler, bref, un bordel à nettoyer, même si ça marche très bien, hein, mais c'est un bordel à nettoyer. Là, c'est un système classique, votre bac est fermé et c'est la résistance qui diffuse la chaleur de l'extérieur vers le centre. Donc, moins efficace d'un point de vue chauffage, puisqu'il y a moins de flux de résine. Les seuls flux que vous allez avoir, c'est les montées et descentes de votre plateau et de votre impression dans le bac, mais qui suffiront très largement à uniformiser au fur et à mesure la température de la résine à l'intérieur de votre bac. Le bac chez Anycubic, toujours extrêmement bien réalisé, puisque la peinture de finition du bac est une peinture
brillante, ultra lisse, contrairement par exemple à Elegoo, tout simplement, qui fait des bacs légèrement poreux, et donc un peu plus chiant à nettoyer, on voit plus les traces. Là, vous passez juste de l'alcool, un chiffon, c'est propre. Donc ça, gros avantage chez Anycubic, très facile à nettoyer, donc de ce côté-là, je valide également. Le bec verseur, on aurait aimé un bec verseur à droite et à gauche pour les droitiers et les gauchers. Vous en avez uniquement un à droite, donc il va falloir soulever le bac avec la main gauche et tenir la bouteille avec la main droite. Bon, c'est un détail, mais voilà, je vous le dis quand même que vous ne soyez pas surpris. Par contre, le bec verseur est extrêmement bien pensé encore. Le bac, ils ont réfléchi, puisqu'ils ont tout simplement fait un petit rebord avec un petit mur qui remonte pour éviter que la résine ne dégueule de partout quand vous allez verser le bac. Et donc, elle vient canaliser le flux de la résine vers le bec verseur, ce qui fait que le versement de la résine se fait extrêmement bien et extrêmement proprement. Donc là, plutôt positif également sur cette construction-là. Au niveau du volume et de la capacité de la résine que vous pouvez mettre dans ce bac, Anycubic préconise maximum 1,3 litres de résine dans ce bac-là, ce qui fait grosso modo 2 bouteilles de résine. Hein, puisque, attention, vous n'achetez pas 1 litre de résine, vous achetez 1 kg de résine. Et la masse volumique de la résine fait que 1,3 litres, c'est équivalent grosso modo à 2 kg de résine, donc 2 bouteilles de résine que vous pouvez mettre dans ce bac-là. La machine est équipée d'un système d'auto-remplissage et de purge, c'est quand même important de le noter, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une bouteille de résine à l'arrière, et uniquement une bouteille, hein. Pas un bidon. Bon, vous pourriez mettre un bidon en soi, mais il faut trouver quelque chose d'adapté, puisque ça s'adapte uniquement avec les bouchons de bouteille Anycubic. Attention, si vous utilisez d'autres bouteilles, le goulot n'est pas exactement le même. Ça ressemble fortement, mais c'est pas forcément le même. Donc attention, vous avez des bouteilles qui visuellement ressemblent énormément, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça marchera quand même, au pire vous mettez un petit joint d'étanchéité, ça fonctionnera. Mais c'est une bouteille que vous mettez à l'arrière et qui peut tout simplement remplir le bac avec de la résine quand il n'y en a plus et le vider et re-remplir la bouteille quand vous voulez vider le bac. Je vous ai dit, vous pouvez mettre 2 bouteilles de résine dans le réservoir. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vider 2 bouteilles dans la bouteille à l'arrière. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, donc soit vous mettez un bidon quand vous voulez purger derrière et ça revide dans le bidon. C'est pas idéal, ça tiendra pas forcément picobello, mais ça fonctionnera. Et de la même manière, si vous voulez mettre un bidon de résine derrière, ça fonctionnera également. Il y aura peut-être juste des ajustements à faire au niveau du bouchon, mais vous trouverez une solution. Je m'en fais pas pour ça. Le système d'auto-remplissage, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Personnellement, je l'utilise pas. Voilà, il est à l'arrière de la machine, je trouve ça chiant, donc j'utilise jamais, on en parlera dans les points faibles. Mais sachez que si c'était un point important pour vous, il est présent dans la machine de série. Voilà, on parlera également dans les points faibles de son efficacité. Au niveau du plateau, on est sur un plateau avec une surface gravée au laser. Est-ce que c'est utile aujourd'hui encore? On en parlera dans les points faibles. Oui, il y a une meilleure accroche à condition que le plateau soit plat. Voilà, et on en parlera dans les points faibles de cette machine. Donc le gravé au laser, très bien, mais si le plateau est plat. Tout en sachant que de toute façon, vous allez devoir poncer le plateau au bout de 3, 4 impressions pour redonner de l'accroche, puisque la gravure laser va tout simplement se combler au fur et à mesure. Quand vous allez enlever vos impressions, tous les micro-trous faits au laser vont commencer à se boucher au fur et à mesure. Donc vous allez devoir poncer le plateau de toute façon. Voilà, donc c'est bien pour démarrer, parce que vous avez plus de chances de succès. Est-ce que c'est indispensable? Honnêtement, vous recevez un plateau, vous passez un coup de papier ponce, ça marche tout aussi bien. Voilà, c'est plus esthétique, puisque vous avez ce damier présent sur le plateau, qui vous dit, voilà, la machine est quand même très jolie, regardez la belle finition, mais c'est pas forcément ça le point fort. Le point fort de cette machine, c'est plutôt le petit crochet au niveau du plateau qui permet d'égoutter le plateau. Ça, c'est très intelligent et ça, c'est bien foutu. Alors, c'est mieux fait sur la GK3 Ultra de Uniformation 3D, puisque vous pouvez mettre le plateau à la verticale. Et donc là, vous pouvez tout simplement mettre le plateau
tourner tout simplement de 90 et laisser la résine couler. Là, votre plateau va être un peu en biais, ça va couler un peu mieux. Voilà, c'est moins bien, mais c'est quand même beaucoup mieux que sur la Jupiter SE où il y a Peanut. Voilà, Peanut. Donc là, vous avez ce petit crochet qui est quand même relativement pas mal pour pouvoir égoutter la résine de votre impression quand elle est terminée, à condition que votre impression ne fasse pas toute la hauteur et toute la largeur définie du plateau, puisque là, vous allez retrouver avec un problème, c'est que tout simplement, vous n'aurez pas la place pour l'incliner. Bon, voilà. Il faut le savoir. Après, honnêtement, dans 99%, voire 98% des cas, vous pourrez égoutter votre plateau en le mettant en biais. Le gros point fort, et là, par contre, c'est vraiment bien fait, c'est le capot pivotant. Le capot pivotant, mais avec le système de charnière, on va dire, enfin d'axe coulissant, comme sur la Saturn IV Ultra 12K ou 16K, hein, c'est le même système, comme sur les Creality Allot Mage, comme sur la Whale 4 Ultra de chez Nova 3D. Voilà, vous avez ce système là avec les deux axes circulaires hein, de côté qui vous permettent de monter, de faire pivoter le couvercle, mais de ne pas vous retrouver avec un truc immense au-dessus. C'est aussi ce système-là qu'a choisi Uniformation pour la GK3 Ultra. Donc, très positif d'avoir une machine entrée de gamme d'un point de vue rapport qualité-prix avec ce système-là. Donc, très, très positif. Là où sur la Jupiter SE, vous devez prendre tout le couvercle soulevé de toute la hauteur et le poser quelque part où vous avez de la place. Souvent, c'est par terre. Je vous le dis honnêtement, souvent, c'est par terre. Et au bout d'un moment, ça vous casse tellement les burnes que en fait, vous laissez le truc par terre et vous laissez votre imprimante tout le temps ouverte. Là, franchement, c'est très cool. Et surtout, vous pouvez l'ouvrir à une main. Vous avez la poignée ici qui est vraiment bien foutue. Et le capot reste en place. Si vous l'ouvrez à moitié, il reste à moitié ouvert. Il ne tombe pas. Donc ça, c'est également très positif. Et au pire, s'il est vraiment pas trop serré, vous avez des vis de réglage à l'intérieur pour pouvoir le rendre plus ou moins dur si vous voulez le rendre un peu plus, on va dire, soit léger au niveau de la tenue, soit un peu plus ferme au niveau de la tenue et vous devez mettre un peu plus de force pour l'ouvrir. Perso, moi je le trouve très bien comme ils me l'ont livré, donc j'ai pas touché. Ensuite, sachez que cette machine est équipée de la fonctionnalité reprise après coupure de courant, ce qui est également extrêmement rare sur des machines de ce format. Vous l'avez sur toutes les Anycubic, hein, que vous preniez la M7 Max, la M7 Pro, la M7, vous l'aviez sur la M5S, la M5S Pro. La Mono 4, par contre, je ne mettrai pas ma main à couper, puisque c'est vraiment la première machine entrée de gamme. On est à, je crois, 179 €, donc là, je ne mettrai pas ma main à couper qu'ils l'ont, et je ne l'ai pas en tête s'ils l'ont. Par contre, toutes les machines moyens à grand format d'Anycubic ont la reprise après coupure de courant. Et ça marche beaucoup mieux que chez Elegoo, puisque chez Elegoo, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une coupure de courant. J'ai fait relancer, et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a descendu le plateau, elle est allée dans la résine, elle a écrasé toute l'impression qui était déjà réalisée, comme si elle venait de redémarrer l'impression, et elle m'a défoncé mon écran. Voilà. Alors ok, j'ai des machines proto, comme celle-ci. Alors celle-ci, c'est une machine de série. Mais par exemple, celle à côté, c'est une machine proto, puisque je les reçois en général avant que les gens puissent l'acheter. Voilà, ben là, ça marchait pas. Donc j'espère que Elegoo a réglé son problème sur la Saturn IV Ultra 16K. Moi, je leur avais reporté le problème, mais je n'ai pas eu de nouvelle machine pour le confirmer. Donc voilà, si vous avez eu cette mésaventure avec une Saturn IV Ultra version 16K, mettez-le moi en commentaire. En tout cas, sur celle-ci, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Vous aurez par contre une petite démarcation au niveau de la ligne, parce que la résine, la problématique, c'est que quand vous avez une coupure de courant, vous allez avoir le bac qui va descendre en température, puisque vous n'aurez plus de chauffage, et quand la résine va refroidir, eh ben, potentiellement, vous pouvez avoir un peu des déformations. Et même si vous réchauffez votre bac, vous allez avoir ce qui trempait dans la résine, hein, qui grosso modo peut être légèrement décalé. Donc vous aurez une ligne, hein, en fait, au niveau de la reprise. Vous prenez du papier de verre, vous poncez et ça se voit plus. Mais sachez que vous aurez, si vous avez une coupure de courant, cette petite ligne de démarcation
qui est lié en fait aux contraintes de la résine qui va soit se dilater, soit se rétracter en fonction de la température et qui fait que vous aurez une petite délimitation. Voilà. La machine est équipée d'une protection d'écran. Alors c'est un film de protection, ce n'est pas un verre trempé. Chez Lego, vous avez des verres trempés, là vous avez un film de protection. L'avantage, c'est que quand le film il est défoncé, vous tirez, vous l'enlevez, vous en mettez un nouveau, en 2 secondes c'est plié. Le verre trempé, l'avantage c'est que c'est plus résistant. Par contre, quand il pète. Et donc là, vous êtes bon pour tout gratter, enlever tous les petits morceaux de verre, avec le risque en plus de péter l'écran au passage quand vous enlevez tous ces morceaux de verre. Voilà, donc même les morceaux de verre, en général, quand ils pètent, ils viennent écraser l'écran, ils viennent le péter avec. Le film, honnêtement, c'est plutôt pas mal, parce que notamment quand vous avez un déversement de résine, c'est comme si vous aviez un deuxième film au-dessus de votre écran, ce qui fait que derrière, même si vous grattez pour enlever la résine, vous embêtez pas en fait, vous tirez tout le film, vous le virez, vous en mettez un nouveau. Si vous avez de la résine qui a coulé sur l'écran, vous vous amusez pas à gratter, vous remplacez le film, ça coûte que dalle, et au moins vous êtes sûr que ça sera propre, vous mettez un nouveau film, vous êtes de nouveau protégé et basta. Autre avantage et autre point fort de cette machine, elle est multilingue. Alors je crois qu'il y a 8 langues de tête, mais il y a le français, et ça c'est cool. Voilà, donc il y avait des corrections à faire au niveau de la traduction. Ils m'ont envoyé le fichier avec toutes les traductions françaises pour pouvoir le corriger. Je leur ai renvoyé le fichier avec toutes les traductions corrigées. Par contre, j'ai pas encore mis à jour ma machine pour voir si c'était bon. Mais sachez qu'ils ont une version du soft avec toutes les traductions Picobello que je leur ai fait, puisque c'est moi qui les traduis. Est-ce qu'ils l'ont déjà implémenté? Il faudrait vraiment que je mette à jour la machine pour le vérifier, mais ils en ont une quelque part. Voilà, sachez-le. Donc ça viendra peut-être dans la prochaine mise à jour, mais ils ont la version traduite Picobello. En tout cas pour le français. Pour les autres langues, je m'en suis pas occupé. C'est pas moi qui gère. Et enfin, et surtout, dernier gros point fort de cette machine, la connectivité avec les applications, puisque cette machine a la connexion Wi-Fi. Et du coup, elle est connectée avec l'application sur votre téléphone mobile de l'application Anycubic. Donc vous pouvez suivre en temps réel les alertes de la machine. Vous pouvez suivre en temps réel votre impression, savoir où est-ce qu'elle en est, voilà, quel modèle vous avez imprimé, est-ce que c'est terminé. Et du coup, vous pouvez avoir les notifications sur votre téléphone. Donc ça, c'est très cool parce que ça vous permet de dire « Ah, je me casse et je reviens quand mon téléphone me dit que l'impression est terminée ou s'il y a un problème. » Voilà, donc ça, c'est très très bien sur cette machine. Bon, on a fait les points forts. Bien entendu, je ne vous ai pas parlé de la qualité d'impression. Alors, cette machine imprime très proprement, j'ai rien à dire, c'est une machine qui imprime très bien pour un écran 7K, puisqu'on est sur une résolution de 46 microns par 46 microns, donc c'est pas la meilleure résolution du marché, par contre elle imprime très proprement, comme le faisait déjà sa petite sœur, la M3 Max. Et c'est pour ça qu'on va passer au point faible de cette machine, parce que même si les impressions sont ultra propres, on va commencer à parler de ses points faibles. Alors, au niveau des points faibles, forcément j'ai terminé les points forts là-dessus. On va parler tout simplement de la qualité de l'écran. L'écran est un écran mono LCD de 7K de 13,6 pouces. Ouais, c'est ça, 13,6 pouces. 7K, c'était déjà la qualité de la M3 Max. Donc en fait, la qualité d'impression n'a pas augmenté depuis sa petite sœur, et ça, je trouve ça un peu dommage. Là où toutes les autres machines Anycubic sont passées à de la 14K, alors vous allez me dire 14K, 7K, oui mais c'est juste la moitié, c'est pas tout à fait ça. En fait, le nombre de K en soi ne veut rien dire si vous ne le comparez pas à une taille. La résolution sur les nouvelles machines Anycubic est aux alentours de 15 microns. Donc 15 microns contre celle-ci, 46 microns. Donc en fait, vous êtes 3 fois plus performant sur les machines plus petites de Anycubic par rapport à celle-ci. Donc vous avez une résolution, une qualité d'impression qui est 3 fois meilleure sur les formats plus petits. Et tout le monde s'attendait, moi y compris, à avoir au minimum une machine en version 10K pour gagner
tout simplement de la résolution et avoir des pixels plus petits qui atteindraient voilà, aux alentours de 30 ou 35 microns pour pouvoir augmenter drastiquement la qualité d'impression sur la nouvelle machine grand format d'Anycubic. Ils sont restés sur, grosso modo, la même qualité d'impression que sa petite sœur, la M3 Max. Tout simplement, et à mon avis, parce que cette machine n'a pas eu de version M5. Toutes les autres machines moyen format et petit format ont eu des versions intermédiaires par rapport aux nouvelles machines qui viennent de sortir. Hein. Celle-ci, la grand format, n'a pas eu de remplaçante entre la M3 et la M7 Max. Donc ils ont gardé l'écran, je pense, pour un souci de sécurité. Ils étaient contents du précédent. Ils se sont dit pourquoi changer une équipe qui gagne. En soi, c'est une bonne stratégie, ça évite de refaire du stock, d'augmenter les coûts de la machine, sachant que les gens qui impriment sur ces tailles-là ne cherchent pas forcément du micro-détail. Même si c'est quand même important quand vous faites des dioramas, par exemple, comme celui-là, ou comme le Nookbook que j'ai fait juste ici. Mais, alors, 50 microns, 46 microns, pardon, c'est pas une qualité d'impression de merde. Hein. Ça imprime très bien, mais vous pourrez voir notamment des moirés sur l'axe XY quand vous allez imprimer avec des couches, surtout si vous imprimez sur des couches de 100 microns, là vous allez avoir les lignes de couches plus les moirés. Voilà, ça peut vous dérouter et vous allez potentiellement devoir poncer certaines parties de vos modèles pour masquer tout simplement ces défauts liés à la qualité de l'écran. Je vous rassure tout de suite, les concurrentes, il y en a une seule qui a un écran qui est mieux, c'est la GK3 Ultra. Voilà. C'est la seule machine grand format qui a un meilleur écran avec une meilleure résolution que celle-ci. Alors oui, il y a la Mega 8K-S, mais attention, l'écran est plus grand sur la Mega 8K-S. Qui dit, ok, 8K, mais écran plus grand, en fait, vous avez la même qualité en termes de pixels et de taille de pixels. Donc, c'est stupide. C'est purement marketing d'utiliser le nombre de K plutôt que d'utiliser la taille des pixels en microns. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est du pixel carré. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le calcul des angles parfaits, pixel carré, ça veut dire un seul calcul, et pas un pour X et un pour Y. Ça sera le même angle parfait selon la hauteur de couche que vous aurez choisi sur cette machine. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des points faibles, on va également parler de la vitesse. Alors certes, la machine est plus rapide que ses concurrentes. Néanmoins, je m'attendais, en tout cas moi personnellement, désolé, c'est un pléonasme, mais je m'attendais à avoir une vitesse plus élevée sur la nouvelle M7 Max, puisque la M7 Pro et la M7 ont tout simplement pété les records de vitesse d'impression 3D résine grand public, hein. Voilà, disponible pour le pécor moyen qui veut acheter une machine résine. Et donc je m'attendais à avoir une vitesse d'au moins 150 mm par heure sur cette machine qui malheureusement ne dépassera pas les 83 mm par heure. Donc voilà, un peu déçu, sachant que sur du grand format, c'est là où il y a le plus d'intérêt. Plus c'est grand et plus vous pouvez aller vite, plus ça vous pousse à imprimer des grandes pièces, puisque ça va extrêmement vite. Là où sur des petites machines, de toute façon, vous avez 15 cm de hauteur d'impression ou 20 cm. De toute façon, en 3 heures ou 2 heures, c'est plié. Donc voilà, par contre, sur une grande machine, c'est vrai que gagner 1 heure, 2 heures, c'est pas négligeable. Donc voilà, j'aurais aimé une vitesse plus élevée, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est une vitesse qui est quand même relativement honorable hein, par rapport à ses concurrentes, puisqu'elle est quand même beaucoup plus rapide. Enfin, elle est plus rapide que ses concurrentes, mais voilà, je m'attendais à autre chose. Au niveau des points faibles, on en a parlé dans les points forts, c'est le système d'auto-remplissage. Il a l'avantage d'être présent, d'exister, de fonctionner. Mais au niveau des points faibles, j'en vois 2 sur ce système d'auto-remplissage qui sont les mêmes que sur les autres machines qui utilisent ce système d'auto-remplissage, notamment par exemple la Jupiter SE, qui utilise strictement le même système. Le premier, c'est tout simplement... Alors non, moi j'en vois 3 en fait. Je vois 3 défauts sur ce système d'auto-remplissage. Le premier, déjà, le design, puisque vous avez un tube qui vient descendre dans votre bac avec 2 capteurs. Donc vous avez le tube et 2 capteurs qui viennent faire un calcul de potentiel pour voir s'il y a de la résine. Dès que la résine ne touche plus ces capteurs, il n'y a plus de potentiel entre les 2 bornes. Et donc, il dit, OK, il faut remplir et j'envoie de la résine par là. Voilà, ça c'est comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand le truc, il est là et qu'il descend et que vous avez le bac, vous voulez enlever le bac, vous allez taper tout le temps dans ce tube et ces 2 capteurs. Bien sûr, il se relève hein, après l'impression.
Mais quand vous allez prendre le bac, vous verrez, vous allez systématiquement taper dedans. Je vous le dis, systématiquement, vous allez taper dans ce putain de truc d'auto-remplissage. Donc, ça va vite vous casser les burnes et vous allez le dégager. Le deuxième point faible de ce système-là, c'est son nettoyage. Puisque vous avez des longs tubes un peu partout, vous avez la tête qui plonge dans la résine, bref, vous allez en chier, il faut tout nettoyer tout le temps, il faut passer de l'alcool et faire tourner avec de l'alcool, c'est ultra chiant, vous n'arrivez jamais à l'avoir propre. C'est bien, en gros, si vous utilisez que de la résine du même type, de la même couleur. Si par contre vous voulez faire du gris, puis du transparent, puis du beige, puis du bordeaux, je ne l'utilise pas. Honnêtement, vous avez plus vite fait de vider le bac, de le nettoyer, plutôt que d'utiliser le système de remplissage. Donc voilà. Et troisième point faible de ce système d'auto-remplissage, ben c'est sa lenteur. Il est extrêmement lent. Alors, quand vous remplissez le bac, c'est pas très grave, puisque vous n'allez pas consommer de la résine très rapidement. Par contre, quand vous voulez le purger, l'enfer. Voilà, vous avez plus vite fait de faire le système de purge. Je vous mets le lien de la vidéo Do It Yourself. Vous pouvez le faire vous-même, c'est très rapide à faire, ça coûte pas cher. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide pour vider votre bac proprement. Et vous pouvez en même temps filtrer votre résine. Donc, d'autant plus d'avantages parce que là, le problème, c'est que le système d'auto-remplissage, il va purger, mais il va tout pomper, hein, la merde et la résine. Et il va tout renvoyer dans votre bouteille, donc il va potentiellement envoyer des particules et des merdes dans votre bouteille de résine sans faire la distinction. Au moins, avec mon système, vous avez une filtration. Voilà. Mon point de vue, après, vous faites ce que vous voulez. Après, honnêtement, hein, mon système de vidage, c'est plutôt pour des machines avec des bacs beaucoup plus grands. Hein. Donc sur cette machine, vous aurez toujours plus vite fait de prendre le bac et de verser avec un entonnoir dans votre bouteille de résine. Voilà. Mais si vous voulez un système avec une pompe, vous aviez eu le lien juste en haut précédemment dans la vidéo. Un autre point faible de cette machine, j'en ai parlé, je l'ai vaguement évoqué dans les points forts, c'est le plateau qui n'est pas plat. Voilà. Sachez que si vous achetez cette machine, la première chose que vous allez devoir faire, c'est vérifier que le plateau est plat. C'est très con, mais alors c'est un défaut qui est présent sur toutes les imprimantes 3D, mais je trouve ça quand même malheureux qu'en 2025, ils n'aient toujours pas réussi à faire des plateaux extrêmement plats. Ils savent le faire, mais forcément ça coûte plus cher hein, d'acheter un niveau d'usinage un peu plus élevé. Et le problème, c'est que vu qu'ils font en plus une surcouche de gravure laser sur le plateau, bah, ils viennent remettre encore une deuxième couche de je t'ai mis encore de la différence quelque part. Donc, vous recevez cette machine, vous passez directement, vous mettez du papier de verre, une grande feuille A4 à plat sur un marbre, sur un plan de travail, et vous venez poncer votre plateau. Si tout se ponce uniformément et que vous avez la gravure laser qui vient se poncer de manière uniforme, c'est que votre plateau est plat, et donc dans ce cas, vous pouvez juste le nettoyer et le mettre dans la machine. Si par contre vous voyez que vous avez des endroits qui ne se poncent pas, ça veut dire que votre plateau est soit concave, pardon, comme ça, concave, ou convexe. Et donc il va falloir le poncer pour pouvoir le rattraper, le corriger, enfin le rectifier, pour qu'il soit totalement plat. Puisque cette machine n'a pas non plus d'auto-nivellement. Donc vous allez faire un nivellement avec 4 points, vous avez 4 vis de côté, vous venez descendre le plateau, et une fois qu'il est contre l'écran, vous venez serrer les 4 vis qui seront du coup à plat. Forcément, si votre plateau n'est pas plat, eh ben, votre nivellement il peut jamais être bon. Donc vous allez avoir des problèmes d'accroche, puisque le plateau, votre impression ne va pas s'accrocher sur toute la surface. Elle va s'accrocher sur une partie, puis moins parce que c'est un peu... Il y a un creux, donc elle va moins s'accrocher, voilà. Donc première chose à faire quand vous recevez cette machine, malheureusement, même s'il y a un magnifique damier gravé au laser, c'est tout simplement de poncer le plateau pour vous assurer que le plateau est plat. Et si ce n'est pas le cas, vous allez le rectifier. Il faudra un peu d'huile de coude et du papier de verre grain 180 pour aller un peu plus vite. Vous pouvez commencer au 120 et ensuite vous mettez du 180. Mais il va falloir user un peu d'huile de coude et de papier de verre. Forcément, vu que la machine n'a pas d'auto-nivellement, eh ben, vous n'aurez pas les capteurs que vous pouvez avoir. Enfin, en tout cas, vous n'aurez pas le même niveau d'alerte. Vous avez des niveaux de suivi sur cette machine, mais vous n'aurez pas les mêmes niveaux d'alerte que sur ses petites sœurs, la M7 Pro et la M7. Tout simplement, puisque cette machine n'a pas de capteur de force. Donc voilà, elle a d'autres capteurs, mais malheureusement pas de force. Donc
pas de détection de particules, ce qui veut dire que si vous avez une merde au fond du bac et que vous descendez, l'écran il va claquer. Voilà, donc faites attention, c'est une machine qui a un très bon rapport qualité-prix, mais elle n'a pas du tout les systèmes d'assistance qu'ont les machines moyen format aujourd'hui et qui sont le fer de lance en fait de toutes les marques d'impression 3D résine, puisque les gens qui achètent ce format de machine sont quand même relativement rares par rapport aux machines moyen format qui sont beaucoup plus polyvalentes et qui permettent de faire allez, 90% des projets. Ces machines-là serviront que pour les projets les plus grands, du 1/3, du 1/4, etc. Donc des grands formats pour faire des figurines de 60-70 cm, des gros dioramas pour faire des socles, etc. C'est cette machine-là que vous allez utiliser. Par contre, pour faire de la miniature Warhammer, vous n'utiliserez jamais cette machine. Clairement, vous ne l'utiliserez jamais. Certes, cette machine a le Wi-Fi, mais le Wi-Fi ne fonctionne pas avec Shitubox ou Litchi. Voilà, sachez-le. La machine est compatible Shitubox, Litchi Slicer et forcément Photon Slicer. Non, attends, comment il s'appelle? Si, je crois, Photon Workshop, pardon. Photon Workshop, qui est le slicer de Anycubic, qui est tout simplement une version rebadgée, un petit peu retravaillée de Prusa Slicer Resin par Anycubic. Et c'est le seul slicer sur lequel vous allez pouvoir envoyer en Wi-Fi vos impressions. Donc si vous travaillez en dehors de Photon Workshop, sachant que moi je vous conseille de travailler en dehors de Photon Workshop, tout simplement parce que le slicer n'a pas les fonctionnalités qu'ont Litchi et Shitubox, notamment en version pro pour ces deux logiciels. Voilà, si vous voulez vraiment lancer avec le Wi-Fi, au pire vous faites tout votre projet dans Litchi, vous faites tout votre projet dans Shitu et vous l'envoyez dans Photon Workshop qui est gratuit, juste pour envoyer en Wi-Fi. Mais honnêtement, je trouve ça stupide. Je préfère travailler sur Shitubox Pro et balancer avec une clé USB mon fichier dans la machine, mais au moins, voilà, j'aurai toutes les fonctionnalités de Shitubox Pro. Sachez d'ailleurs que si vous voulez une licence Shitubox Pro avec une réduction, vous avez mon code de réduction dans la description de la vidéo. Et là, par contre, vous aurez une réduction très importante sur la souscription à votre abonnement Shitubox Pro. Voilà. Autre point faible de cette machine, il est juste ici. C'est l'écran tactile de 4,3 pouces. On est sur le même écran que la M7. Si vous avez regardé la vidéo de review de la M7 normale, qui est juste ici, si jamais ça vous intéresse, je vous l'ai déjà dit, cet écran pour moi est un peu petit. Certes, il est très qualitatif, il est très responsif, mais par contre, vu la taille de la machine, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir ce gros carré noir inutile autour de l'écran. Alors que sur la M7 Pro, vous avez un écran beaucoup plus grand qui aurait pu être mis sur cette machine et vous auriez même pu, enfin ils auraient pu intégrer un écran tactile qui prend en fait toute la zone noire qui est présente ici pour avoir un vrai grand écran tactile comme on l'a par exemple sur la Apex Maker X1 qui là du coup est ultra confortable quand on travaille sur une grande machine. Vous avez un grand écran, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Donc certes l'écran est très bien, mais 4,3 pouces, c'est un peu petit. Voilà, après, autre point faible ou point fort, mais là je pense que c'est inhérent à la machine. Sachez que la machine fait quand même 24 kg. Donc voilà, si vous devez la transporter et que vous êtes un ficello, potentiellement vous allez un peu galérer à la sortir du carton, puisqu'elle est extrêmement bien emballée. Donc sachez-le, il faut potentiellement être à deux si vous êtes un ficello, pour pouvoir la manipuler et la sortir, et ensuite pour pouvoir l'installer à votre poste de travail. Voilà, on a terminé la review de cette Anycubic Photon Mono M7 Max. On va bien sûr passer aux conclusions, et bien entendu, si cette vidéo t'a déjà plu jusqu'à présent, n'hésite pas à t'abonner, je te le redis juste ici. Clique sur le bouton d'abonnement pour voir les prochaines vidéos et active la petite cloche des notifications pour être informé quand une nouvelle vidéo sort. Et bien entendu, un grand merci à tous ceux qui nous suivent déjà sur la chaîne puisqu'on est plus de 35 000. Bon, la conclusion, elle va pas être très compliquée, vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Cette machine, pour moi, est extrêmement intéressante puisqu'elle a le meilleur rapport qualité-prix à ce jour, et je dis bien à ce jour, puisque la Jupiter 2 n'est pas encore sortie, et je n'ai pas encore pu la tester pour la comparer à cette machine, mais à ce jour, c'est le meilleur rapport qualité-prix si vous cherchez une imprimante 3D grand format. Ce n'est pas la meilleure machine d'un point de vue
qualitative, puisque vous avez la GK3 Ultra qui est beaucoup mieux d'un point de vue fonctionnalité, qualité d'impression, et également conception, mais par contre le prix n'est pas du tout le même non plus. Donc si vous avez un budget pour pouvoir, enfin un budget on va dire restreint pour pouvoir vous acheter une machine grand format et que vous voulez vous faire plaisir, cette machine sera quand même parfaite. Et l'avantage, c'est que si vous avez quelque chose qui claque, vous aurez encore du budget pour remplacer les pièces si vous faites une erreur, etc. Contrairement à une GK3 Ultra, vous allez devoir mettre dès le début une très grosse somme et vous n'aurez pas forcément de risque en moins de claquer quelque chose sur votre machine. Donc là, ça sera double peine. Et je ne parle pas de la famille. Forcément, ce qu'on aime, le design futuriste de la machine, avec ses capots noirs, mais surtout avec le capot pivotant. Ça, franchement, c'est ce qu'on attendait en fait sur ses petites sœurs, la M7 et la M7 Pro. On attendait ce capot pivotant. Ils l'ont mis sur la M7 Max, ce qui est très positif. Maintenant, j'attends la remplaçante de la M7 Pro et de la M7 avec ce capot pivotant également, pour ne plus avoir à devoir retirer des cloches de protection UV de la machine pour pouvoir la faire fonctionner. Donc voilà, une machine très intéressante, à un prix très abordable. Vous pouvez y aller les yeux fermés et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez mon lien affilié dans la description pour pouvoir vous procurer cette machine et laisser un pourboire à la chaîne. Si jamais vous avez loupé l'information en début de vidéo parce que vous avez directement passé dans les chapitres, sachez que cette machine est à gagner sur mon compte TikTok et Instagram. Vous pouvez gagner une Anycubic Photon Mono M7 Max d'une valeur de 700 € dans un jeu concours organisé pour le 10e anniversaire de Anycubic sur ma chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour tenter de gagner cette machine dont on vient de regarder la review ensemble. Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu et bien entendu à la partager si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cette machine ou tout simplement si vous voulez partager cette vidéo dans vos groupes d'impression 3D ou professionnels. On se retrouvera bien entendu ce mois-ci pour les reviews de 2 autres machines sur lesquelles je suis extrêmement en retard. Mes priorités à celle-ci, puisqu'elle était beaucoup plus intéressante pour moi d'un point de vue rapport qualité-prix à sortir. Donc les prochaines vidéos qui sortiront, ce seront les reviews de la GK3 Pro, sur laquelle tout est tourné, mais il faut que je fasse le montage de différents rushs et également les voix off. Et la Airgate de chez Antinsky, sur lesquelles je dois faire également le montage et les voix off pour pouvoir vous diffuser la vidéo sur la chaîne YouTube. Un grand merci à tous, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et bien entendu, à plus!